C'est une bonne idée, ça s'est tombé comme ça, mais pourquoi Oui, pas? ça m'a pris comme ça Bah ce matin. oui. En Vous fait, il y avez avait trouvé beaucoup tout ce de qu'il vous sport fallait féminin. finalement, y Ah, mais compris le tout. surf? Oui, bon. Y compris du surf, oui. Allez, on il y commence aura par qui, tout. alors? Et on commence donc par du rugby. Voilà, parce que c'était le coup d'envoi de la tournée d'automne. Donc il y aura toute une série de test-matchs. Et on a commencé par une affiche de choc entre la France et l'Angleterre. Je vous apprends rien, hein, le meilleur ennemi de la France. On commence tout de suite. Vous allez voir, bon, victoire indispensable. Et malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme on veut, hein. Donc c'était à Londres. L'Angleterre est en blanc. Je vous rappelle qu'elle est championne du monde en titre. Et elle le fait bien comprendre dès le début du match. Et c'est tout en puissance. Et vous allez le voir, les Français n'ont pas dit leur dernier mot. Là, les Anglais perdent le ballon, les Hop là. Françaises en Ah oui. profitent. Christelle Leduc récupère, jolie course dans la défense anglaise, feinte de passe, raffut, essai. Et oui, la France est à égalité, 5 partout avec l'Angleterre. Elle n'est pas loin de l'exploit. Seulement, voilà, ce que l'on redoute arrive à seulement 3 minutes de la fin du match. Les championnes du monde en titre font parler leur puissance physique et elles marquent un deuxième essai sur un ballon porté. Et malheureusement, les Bleus n'ont pas le temps de leur répondre. Un coup de sifflet final. L'Angleterre s'impose sur le score de 10-5, mais face à une vaillante équipe de France. Voilà. Pas mal. Et donc la France jouera face aux États-Unis. Je vous rappelle que l'équipe de France masculine, elle jouera samedi face aux Samoa. On verra ce que ça donne. Alors maintenant, foot féminin, toujours. Toujours féminin, oui, entre Lyon et Zurich. C'est un match de Ligue des Champions, 8e de finale. Et vous allez le voir, festival d'essai du côté des Lyonnaises. Et ça se passait donc à Lyon. Et c'est justement une Française, Eugénie Le Sommer, qui ouvre le score. Elle inscrira même un doublé pendant le match. Sa coéquipière norvégienne, Ada Egerberg, fait encore mieux. Petit but entre les jambes. Non seulement elle inscrit un triplé, mais en plus elle le réalise en seulement 12 minutes. Alors je ne sais pas si vous réalisez, c'est un but toutes les 4 minutes, c'est pas mal. Les Lyonnaises mènent 6-0 à la pause. Et si vous pensez qu'elles sont rassasiées, eh bien vous avez tout faux. Car en seconde période, superbe réalisation de Mylène Tarieux. Oui. Regardez-moi ce ralenti. Enchaînement, contrôle du droit, frappe du pied gauche. C'est superbe. Le 8e et dernier but, le voici. Joli mouvement de Claire Lavogèse. Les joueuses de l'OL s'imposent 8-0. Elles sont quasiment assurées d'aller en quart de finale. Voilà. On reste dans une compétition européenne, mais en basket cette fois, et toujours avec les dames. La soirée a un peu moins réussi aux Françaises cette fois. Bourges s'est fait piéger en Euroleague, la compétition la plus prestigieuse du basket européen. Bourges est en rouge et noir. Elle s'incline face aux Hongroises de Sopron. Défaite 77-69. Et le match retour aura lieu dans une semaine à Zurich. On verra si elles se rattraperont. Bon. Et on termine avec? Encore des femmes, donc. En surf, vous allez le voir, on prend la direction d'une destination paradisiaque avec ces 3 jeunes surfeuses. Alors, dans cette vidéo tournée pour leur Prenons sponsor, la direction. Voilà. Donc Tyler Wright, Alana Blanchard et Nikki Van Dijk sont allés donc sur une île déserte pour tourner ce spot. Mais Donc, c'était parmi elles- c'est un truc pour une marque de maillot ou quoi? Oui, c'est ça, mais aussi pour Non. un petit peu, voilà, pour montrer des images impressionnantes de surf toutes les 3 parce qu'elles sont copines. Mais Sont copines. voilà. Sont copines, bon. Et donc parmi elles, Enfin, vous avez elles savent faire du surf quand même, hein. Oui. Alana Blanchard qui est mannequin aussi et surfeuse. Et surtout Tyler Wright que vous voyez qui n'est autre que la nouvelle championne du monde. Elle a été sacrée à Osgore Oh là lors de là, la vous 9e avez vu étape du championnat. Elle fait à Eh oui. 360. Ouais. Impressionnante, hein. Ça mérite bien un titre de championne du monde. Oh là. Ah oui, oui, c'est vrai, vous l'aviez dit, oui, elle est championne du monde. Je me demandais, tiens, pour un mannequin qui présente des maillots de bain. Non, non, elle est championne du monde. Aussi. Merci beaucoup, Émilie. À plus tard. On en... Er wird einmal groß. Wenn du nur warten kannst, dann fällt es auch in deinen Schoß. Ich liebe da nur eine Spur. Mit jedem Tag, mit jedem Spur wird sie doch größer nur. Non, Adamo, en italien, on aurait pu imaginer. Oui. Il a chanté, mais en allemand, c'est spécial. Bon. Alors, là, il s'agit d'une enseigne, on peut la qualifier comme bio, on peut Oui, dire ça? c'est Bon. un distributeur bio. Distributeur bio de Oui. viande. Non. Distributeur bio De tout, de tout. De tout. Avec des supermarchés, il y en a 400 en tout en France, de ces D'accord. supermarchés. Et ce sont des gens qui sont très à l'écoute des demandes consommateurs. Parce que dans le bio, on a une demande qui progresse. Et c'est vrai que le consommateur est regardant sur la qualité et la provenance de la viande. C'est vrai aussi qu'on veut de plus en plus aujourd'hui éviter le gâchis alimentaire. On est très sensibilisé à ça. Donc ils se sont dit, passons un partenariat avec des éleveurs de porc et de bœuf. Et on va proposer de la viande bio sous forme de colis de 3 kilos avec différents morceaux. Alors, ce sont des colis dits saisonniers.
C'est comme dans la mode. Vous avez le colis printemps-été, puis vous avez le colis automne-hiver. C'est comme une box alors C'est une box, mais voilà. elle est viande. Elle est viande, de la viande sous vide, parce qu'évidemment, vous n'avez peut-être pas la possibilité de tout consommer dans les 2 ou 3 jours. D'accord. Donc vous pouvez la congeler. Vous avez des morceaux variés, parce qu'il faut aussi redécouvrir des morceaux qu'on a un peu oublié de cuisiner depuis quelques décennies dans le style pot-au-feu ou bourguignon, qui sont des plats délicieux, mais qui prennent un peu de temps. Donc c'est bien pour le week-end, surtout quand il fait un peu froid, qu'il fait pas beau. Enfin, c'est adapté à la saison. D'accord. Le consommateur n'a rien à faire. C'est-à-dire, il vient sur place, en magasin, quand il fait ses courses, il commande, et il revient une semaine plus tard, Ah, c'est à une l'occasion d'autres courses. À peu près. C'est à peu D'accord. près une semaine. On le prévient et il vient chercher son colis de viande. Rien D'accord. à faire, garantie de la provenance, et vous êtes Ah oui, livré le pour un temps bon de bout de temps. prévenir le producteur sur place, Exactement. de recevoir le colis et de Exactement. l'emballer pour son client. Voilà. D'accord. Pour le distributeur, zéro perte, donc rien n'est jeté, zéro gâchis alimentaire. Et pour l'éleveur, eh bien, c'est la garantie de vendre l'ensemble de sa bête, D'accord. l'ensemble de la carcasse, comme on dit. Donc tout le monde s'y retrouve. On s'est rendu sur place pour voir comment ça fonctionne exactement. Bonjour monsieur, Bonjour madame, je voudrais commander un colis de viande de bœuf s'il vous plaît. je note pour vendredi, ça vous irait? Oui, très bien. Ok, donc votre colis de bœuf de 3 kg sera là vendredi prochain. Ok, merci beaucoup. À bientôt Bonne journée. madame. Au revoir. revoir. Nous avons mis en place cette offre avec nos partenaires producteurs qui sont situés en Bretagne, dans les Pays de Loire, en Normandie. Ce sont des producteurs 100% bio, de bœuf ou de porc, qui sont dans des groupements d'une centaine pour le porc et 350 pour le bœuf. À l'intérieur des colis de bœuf, vous allez trouver des morceaux à griller, des steaks hachés, et également des morceaux à mijoter, style paleron pour faire du pot-au-feu, ou des rôtis pour faire de rôtis cocotte par exemple. Voilà, votre colis de bœuf. Donc vous avez du steak haché, du paleron, du jarret à mijoter, le faux filet ici. D'accord. Voilà pour vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Le principe du fonctionnement, c'est que les consommateurs ne choisissent pas les morceaux. Nous faisons les préparations en amont, ce qui nous permet notamment de pouvoir faire de l'équilibre matière dans tous les morceaux que compte une carcasse d'animal. L'idée, c'est qu'en proposant des morceaux différents, cela va permettre aux gens de redécouvrir parfois certains morceaux. La viande est préparée dans les laboratoires partenaires. Elle est donc sortie de maturation pour le bœuf, conditionnée sous vide, ce qui fait que les personnes peuvent les consommer soit fraîches, soit les mettre au congélateur pour les consommer ultérieurement. Les produits seront donc préparés à la commande et le magasin sera livré une semaine après. Ainsi, les consommateurs peuvent venir retirer la marchandise la semaine suivant la commande. Un colis de porc fait environ 3 kg, aux environs des 16 € le kilo, donc 48 € à peu près le colis. Et un colis de bœuf pèse également 3 kg, aux environs des 23 € le kilo, ce qui fait à peu près 69 € le colis. Oui, mais... Elle a dévalisé le magasin, là, la cliente. Elle a dévalisé le magasin. En plus, c'est pas trop lourd, donc c'est juste bien pour les Calibré. femmes un peu petit format. Vous voyez, s'il faut Ouais, porter ouais. les courses plus en plus, Le bœuf entier, non. ça fait un petit peu lourd. Donc c'est un principe qui se développe. Évidemment, tous les magasins ne participent pas forcément, mais de plus en plus, dans la mesure où il y a une vraie demande du consommateur, c'est un principe qui se développe et c'est une bonne idée de la part de ces distributeurs parce que vraiment Mais tout le monde s'y retrouve. dans cette quoi. enseigne-là, ça ne concerne cette box de viande, là, ça concerne que la viande, ou ils ont le même principe pour d'autres produits? Non, pour l'instant, ça ne concerne que la viande de porc et de bœuf, ce qui permet d'éviter surtout beaucoup de gâchis. Et c'est que sur commande, donc c'est plutôt malin comme C'est que ça, c'est concept. que la viande. C'est que ça. Aujourd'hui, il y aura sans doute, peut-être, dans l'avenir, un autre surgé sur d'autres types de produits. Mais pour la viande, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur les légumes et les fruits, peut-être? Alors, sur les légumes et les fruits, oui. Ça nous éviterait, nous, d'aller directement à la ferme Ouais. pour faire de la Et vente ça directe, faire éviterait des que kilomètres. les fruits se gâchent sur les étals Exactement. et qu'on soit obligé de les jeter, Oui, comme on mais le voit parfois. La distribution est vraiment en plein chamboulement. Actuellement, il y a énormément de nouveaux services qui sont en train de naître. Ils se posent des questions. Vraiment, ils essaient de proposer une nouvelle forme de distribution. d'accord. Il y a beaucoup de choses qui bougent À et suivre, beaucoup donc. de sujets à suivre.
Merci beaucoup. De qui allons-nous parler maintenant avec notre correspondant permanent en Russie? Eh bien, de Donald Trump, figurez-vous. Dominique Derda va effectivement évoquer cette réaction, la réaction des Russes à la victoire de Donald Trump d'hier. Alors, c'est vrai que la Russie, on vous l'a dit, on l'a confirmé hier, est l'un des rares pays au monde où l'élection a été accueillie avec un tel enthousiasme. Et ça contraste, bien sûr, avec ce qu'on a pu voir ailleurs, hein, n'est-ce pas? Bonjour, Dominique. Oui, bonjour William. Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez qu'hier, à l'annonce de son élection, les députés de la Douma ont applaudi Donald Trump. Il faut dire qu'ils ont dû pousser un gros ouf de soulagement, ces députés, Vladimir Poutine aussi, parce que la victoire d'Hillary Clinton aurait pour eux été une très mauvaise nouvelle. Personne ici n'a oublié les années où Hillary Clinton était secrétaire d'État dans le gouvernement de Barack Obama, c'est-à-dire chargée des relations internationales. Hillary Clinton qui a toujours été en faveur d'une très grande fermeté à l'égard de la Russie, et ce, bien avant l'annexion de la Crimée en 2014. Les Russes, aujourd'hui, espèrent un nouvel élan dans leurs relations avec les États-Unis, et pourquoi pas la levée des sanctions qui frappent la Russie. C'est du moins ce que nous ont confié ceux que nous avons rencontrés dans ce restaurant typiquement américain. C'est un reportage réalisé avec Irina Golovkova et Volodya Polyansky. C'est l'un des plus anciens restaurants américains de la capitale, un diner où les moscovites depuis des années ont pris l'habitude de venir manger des hamburgers au son de la musique de Johnny Cash ou bien d'Elvis Presley. Et quand on les interroge au sujet de Donald Trump, tous sans exception disent leur espoir de voir avec lui l'Amérique se rapprocher de la Russie. C'est bien mieux que si c'était Hillary Clinton qui l'avait emporté. Parce que Trump, c'est un fan de Poutine. Et moi aussi. Je ne sais pas ce qui va changer, mais ça va changer en mieux. Enfin, j'espère. Après, l'avenir nous le dira. Depuis le début de la campagne électorale américaine, les médias ici ont présenté Donald Trump comme un ami de la Russie, un homme prêt au dialogue, alors qu'Hillary Clinton était dépeinte comme une adversaire résolue de Vladimir Poutine. À force de le répéter, le message a fini par convaincre. Mais tous, pour autant, n'attendent pas de miracle du futur président. Je ne pense pas que ça va changer du tout au tout, comme ça, brutalement. Il suffirait qu'au moins cette atmosphère de guerre froide se termine enfin. Et ça, déjà, ce serait formidable. Il y en a qui n'ont pas attendu le résultat de l'élection pour miser sur la victoire du candidat républicain. Ce sont les vendeurs de souvenirs, et notamment de ces poupées russes dont raffolent les touristes. Depuis peu, on a vu apparaître sur les étals des matrioshki à l'effigie de Donald Trump. Et bien malin qui peut prédire aujourd'hui quel dirigeant il sera une fois qu'il aura revêtu ses habits de président. Alors ça, on n'avait pas vu des matrioshki à l'image de Donald Trump, c'est pas mal. Alors, ils en attendent tellement, les Russes de Donald Trump. Ils pourraient être déçus, non ? Oui, absolument, William. Il risque d'être déçu parce que personne ne sait vraiment quel genre de président sera Donald Trump une fois qu'il sera à la Maison-Blanche, et aussi parce que les intérêts des États-Unis restent les mêmes globalement dans le monde, quel que soit le président en place. Bien sûr, il peut y avoir un réchauffement des relations, un rapprochement sur certains dossiers. On pense notamment, en tout cas Vladimir Poutine, lui, l'espère, on pense notamment à la lutte contre le terrorisme. Mais vous savez, croyez-vous vraiment que les militaires américains, les services de renseignement aient très envie de coopérer réellement avec les Russes, alors que depuis tant d'années, ils sont adversaires, pour pas dire ennemis? C'est pas sûr du tout. Et puis c'est la même chose du côté russe, c'est surtout la méfiance qui règne. Alors bien évidemment, il y a des points communs, on l'a dit, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, une certaine conception de l'autorité, du pouvoir, du gouvernement. Mais est-ce que cela suffira vraiment à les rapprocher? Eh bien, comme disent les Américains, time will tell, on le saura bientôt, et dès le mois de janvier, quand Donald Trump prendra ses fonctions sans doute à la Maison-Blanche. En tout cas, il y a une intention à afficher, et comme vous le dites, on verra bien au mois de janvier. On n'a pas longtemps à attendre. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt cette semaine. Absolument. Bonne journée. Alors, si vous êtes des fidèles de Télématin, vous avez vécu la matinale d'hier. Ici même, on n'a pas besoin de vous rappeler le contexte, c'est-à-dire qu'hier, la presse quotidienne, aussi bien nationale que régionale, était un peu larguée pour cause de décalage horaire. Ils se vengent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont là. J'ai combien de temps, William? Parce que la revue de presse pourrait commencer maintenant, s'achever demain matin ou dans une semaine, parce qu'il y a matière ce matin pour vous donner une idée de la profusion et donc de la complexité des choses. Eh bien, regardez, ça, ce sont les unes de quelques quotidiens régionaux. Même couleur partout, hein. Ouais.
Tornade, séisme, choc, saut dans l'inconnu. La palme du meilleur titre au Courrier Picard. Hein. Mr. President. Mystère, M-Y-S-T-E. Ah, pas mal. Pas mal. Hein, Ouais. ouais. Et puis alors, vous avez la presse nationale. Trump est partout. Et quand on ne le voit pas, on devine sa silhouette ou sa chevelure. Comme à la une des Échos ou à la une de Libération, qui titre American Psycho, allusion au roman de Bret Easton Ellis, qui raconte l'histoire d'un golden boy flamboyant, riche, intelligent et aussi un peu psychopathe. Il déteste les animaux, les pauvres, les étrangers, les homos, les femmes, toute ressemblance, etc., etc., etc. Ouais, pas mal. Alors bon, on l'aura Aussi. compris, la presse française, notamment parisienne, n'est pas très contente du résultat de l'élection américaine. Alors elle cherche des explications et elle en trouve. Alors l'humanité cible la mondialisation capitaliste heureuse. C'est une fable qui se fracasse spectaculairement sur l'élection de Trump, écrit Patrick Appelmuller. Dans Libération, Laurent Geoffrin explore le même registre, l'austérité imposée au peuple et non à leurs dirigeants. La concentration des richesses au sommet de la société devait se payer un jour. Nous y sommes, écrit-il. Et il ajoute, alors en théorie, la gauche devrait bénéficier de cette protestation, mais c'est là que tout se complique. Une deuxième cause a rompu le lien entre la gauche et le peuple, la crainte identitaire. Et sur ce chapitre, c'est vrai, la gauche est à l'ouest, elle n'a rien à proposer. Et c'est ce que l'on retient de l'édito de Libération. Alors depuis hier, on parle aussi beaucoup de la faillite des élites. Et alors le mea culpa le plus spectaculaire ce matin, vous le trouverez dans Le Figaro, où Alexis Brézé balance quelques vérités à propos de la suffisance des hommes politiques et de l'arrogance des médias. Il met tout le monde dans le même panier et il y rajoute les calculs des sondeurs, les prévisions des experts, le confort des intellos et les certitudes des milieux d'affaires. Il balance, on est limite à confesse ce matin dans Le Figaro. Alors je le cite, les peuples sont en colère. Nous avions choisi de ne pas le voir. Depuis la victoire de Trump, nous ne pouvons plus faire semblant. Dieu sait pourtant que nous nous sommes bouchés les oreilles et voilés les yeux, noir sur blanc. Y compris eux. Y compris eux. Étonnante confession du Figaro et d'Alexis Brézé, qui revient sur le non des Français à la Constitution européenne, qu'on a interprété comme un regrettable coup du sort, ou alors sur le Brexit, qu'on a présenté comme un malheureux accident. Tout ça laisse présager des débats internes intéressants au Figaro, et même dans l'ensemble de la presse. Alors à lire la presse ce matin, on a le sentiment que rarement le destin du monde, donc de la France, aura à ce point dépendu d'un seul homme. Alors bon, on a vu pendant la campagne que l'homme était un peu particulier, d'où la question que pose Le Figaro, toujours dans son édito. Donald Trump saura-t-il troquer son costume de pitre contre l'habit d'homme d'État? Vous avez 4 heures, ou plutôt vous avez 4 ans. En tout cas, la question nous renvoie à l'édito de Guillaume Goubert dans La Croix. Il note que Trump est élu un 9 novembre. Il rappelle qu'il y a un autre 9 novembre célèbre, celui de 89 avec la chute du mur de Berlin. Ah oui. Donc 2 dates historiques. Et il dit quoi de commun entre ces 2 événements? Eh bien peut-être quelque chose qui relève de l'excès d'optimisme il y a 25 ans, lorsque la fin de la guerre froide a laissé croire à une ère de paix durable, et peut-être excès d'inquiétude aujourd'hui, après l'élection d'un homme imprévisible à la tête de la principale puissance du monde. Merci, à tout à l'heure. On va à présent... Les drones, vous connaissez depuis maintenant quelques temps, mais alors imaginez un drone équipé d'une caméra, ça peut vous filmer le repas que vous prendrez peut-être à l'extérieur. C'est pour, à l'intérieur aussi. C'est pour ça qu'il vaut mieux peut-être l'acheter avant Noël, sinon on l'aurait fait à la période de Noël. C'est petit drone alors? Ah oui, il fait 385 grammes. Et il est équipé d'une caméra 4K. 4K, vous savez, c'est 4 fois supérieur à l'image de votre télévision si elle n'est pas 4K. Donc c'est une qualité vraiment fantastique. Et une petite caméra... C'est mieux que l'iPhone? Ah oui, nettement mieux. Maintenant, il y a même des ordinateurs quand même qui font 4K. Ah oui, oui, c'est 4 fois, la qualité est 4 fois supérieure à la HD. Donc c'est vraiment une super qualité. Mais je voudrais voir la taille, c'est ça? Alors, ça fait 380 grammes, vous le verrez dans le reportage, ça tient dans la main, c'est très léger. Et surtout, il est maniable avec son smartphone. C'est-à-dire qu'on n'a pas en plus un petit joystick pour jouer, on joue avec son smartphone. Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant de l'acheter juste avant Noël pour être capable de faire des plans absolument inédits autour du sapin, autour du repas. Oui, c'est comme un jouet, alors. Exactement, vous le mettez au-dessus de la table de Noël et il est en train de filmer la famille. Enfin, il y a de quoi vraiment s'amuser avec cet engin. C'est une société qui développe ça depuis déjà 6 ans, hongkongaise, qui est la spécialiste du drone et qui nous propose là vraiment une évolution très nette par rapport à ce qui existait jusqu'à présent et qui va sans doute faire d'ailleurs beaucoup d'émules, à mon avis, et notamment pour Noël. Je pensais à
un réfectoire avec un drone pour surveiller les élèves ou un dortoir, vous imaginez? Harry Potter. Le Harry Potter des... oui, hein. Voilà, exactement. Ben là, ça peut être le cas. Donc, à l'extérieur, mais à l'intérieur, parce que vous regarderez, les hélices sont protégées, donc on ne se ferait pas de mal en cas d'accident. Regardez. Alors le concept, c'est une caméra volante personnelle. Avant, on avait tendance à accrocher sa caméra sur soi pour filmer ses aventures. Maintenant, on peut le faire à la troisième personne. C'est un quadricoptère, c'est-à-dire qu'il a 4 hélices, 4 moteurs, équipé d'une caméra 4K embarquée, qui se pilote à travers le Wi-Fi depuis n'importe quel smartphone. Ça marche très simplement, on le sort de sa boîte, on l'allume, on télécharge l'application et en un simple clic, on est déjà en l'air, on décolle. Et puis on a des fonctions automatiques de vol, donc on peut voler soit manuellement, soit avec des fonctions comme Orbit, par exemple, on va tourner autour d'une personne. Le mode journée, où on va partir près d'une personne et prendre de l'altitude et découvrir l'arrière-plan. Le mode Follow Me, suis-moi, où il va suivre automatiquement la personne. Ou encore le mode Selfie, où il va cadrer automatiquement la personne désirée. Il y a une mémoire interne dans la machine. En fait, une fois qu'on se pose, on n'a pas besoin de câble, pas besoin de retirer une carte SD ou quoi que ce soit. À travers le Wi-Fi, on peut télécharger directement sur l'application les photos, les vidéos. La grosse nouveauté sur ce drone, c'est vraiment la possibilité de partager très simplement sur les réseaux sociaux ces photos, ces vidéos. On se pose, on récupère tout de suite sur le smartphone les photos, les vidéos et en un clic, on peut les partager sur les réseaux sociaux. C'est une machine vraiment très assistée. Elle est constamment en train de calculer sa position pour se maintenir. Vous voyez, si je la pousse, elle revient à sa position originale. Elle est constamment en train de calculer sa position. Si on va un peu trop loin, qu'on perd le signal, il va revenir automatiquement à son point de départ et se poser. On a des protections d'hélice qui sont comprises dans le pack et qu'on peut monter pour les collisions avec d'éventuels objets. Voilà, on a vraiment travaillé autour d'un produit très sécuritaire pour que même les plus petits puissent s'en servir. C'est fou cet engin, c'est une révolution ça. Oui, c'est alors bon, on avait déjà des drones. Ce qui est surtout révolutionnaire. Mais là, il se pose là chez vous sur la table. Ce qui est surtout révolutionnaire, c'est qu'il y ait en plus une caméra 4K quoi, et qu'il soit si léger. Alors 2-3 chiffres. Autonomie 12 minutes, c'est peu. 80 mètres de distance, c'est pas non plus énorme, mais enfin bon, ça reste convenable. Le prix aussi reste convenable. 499 € seulement. Pour l'instant. Oui. Ça peut baisser s'il y a des concurrents. Ça peut baisser. Ça peut baisser. Non, ce qui est formidable, ensuite, vous lui dites « suis-moi ». Oui, bien sûr. Il vous suit. Bien sûr, il vous suit. Il a plusieurs modes, effectivement, où il reste stationnaire, où il vous suit. Enfin, ouais, il y a beaucoup de possibilités. Il fait du bruit ou pas? Ouais, un petit peu, là, vous avez entendu, ça fait un petit peu, ça fait un petit bruit. Pas plus que ça, ça fait... Bon, on y va. Oui, on y va. Merci beaucoup. Et puis, d'abord, Caroline Roux, pour les 4 vérités, reçoit ce matin Nicolas Sarkozy. Oui, Nicolas Sarkozy a souvent dit sa préférence pour Hillary Clinton. Aujourd'hui, il voit dans la victoire de Trump le rejet de la pensée unique, de la sanction d'une élite et des sondeurs qui se trompent. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour, merci de m'avoir invité. Est-ce que la France doit continuer à défendre ses valeurs, quitte à tendre ses relations avec un nouveau président des États-Unis ? Que la France continue à défendre ses valeurs, c'est évident. La France est l'allié et l'ami des États-Unis d'Amérique depuis longtemps. Il y a entre nous le lien du sang. Il y a des jeunes Américains qui sont venus mourir en France pour nous sauver, pour garantir notre liberté. Les rapports entre nos deux pays ne peuvent pas être fonction de la proximité ou non que nous avons avec les dirigeants que les Américains se choisissent. Donc vous êtes sur la ligne de François Hollande qui dit en gros prêt à une coopération sans concession. Je ne sais pas ce que c'est que la ligne de François Hollande. Si vous le présentez comme ça ne me tente pas tellement. Il y a 58 millions d'Américains qui ont choisi démocratiquement Donald Trump. J'étais proche d'Hillary Clinton. Il ne reste pas moins que ce choix est démocratique et doit être accepté. Donc coopération sans concession, qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Mais quand bien même on aurait notre meilleur ami comme président des États-Unis, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on abandonne nos éleveurs.
notre ruralité. J'étais l'autre jour à Belfort, je rencontrais les ouvriers d'Alstom. Alstom a gagné un marché de 1,8 milliard aux États-Unis. La totalité des locomotives et des trains doit être du fait de du Buy American Act fabriqué aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec la personnalité du président. On doit défendre nos intérêts. Ça change rien, la personnalité d'un président, de la première puissance mondiale. Est-ce que le monde est moins sûr aujourd'hui avec l'élection de Donald Trump, Nicolas Sarkozy? Maintenant, il a été choisi. On va voir ce qu'il fait. Il faut faire confiance aussi aux institutions américaines. Ça interdit tout commentaire, en fait, l'élection. Je veux dire que j'ai connu ça au moment de Bush. On ne va pas moins aimer les États-Unis parce qu'ils avaient choisi Bush, qui n'était pas aimé par les élites françaises, que parce qu'ils avaient choisi Obama. On a eu des problèmes et des conflits, alors que c'était Obama, adoré des élites françaises. C'est pas une question d'aimer ou ne pas aimer, c'est la question de se réveiller un matin et de se dire est-ce que le monde est moins sûr aujourd'hui avec un président qui a fait une campagne avec des propos parfois très incohérents sur la diplomatie, sur les grands enjeux de ce monde. Madame, vous savez, quand les Américains se sont réveillés après que nous ayons élu François Hollande, qui proposait une taxe à 75%, je ne suis pas sûr qu'ils étaient très rassurés aussi. Il y a une démocratie. Dans la démocratie, la parole reste au peuple. Il y a 58 millions d'Américains qui ont décidé, comme ils ont décidé, nous devons accepter ce choix. Est-ce que le monde est moins sûr? Vous plaisantez. On a Daesh, toujours. On a le problème du chômage. On a le problème de la mondialisation qui n'est pas heureuse, du commerce qui n'est pas loyal. On a les problèmes qui restent. Il faut souhaiter que M. Trump prenne les habits de sa fonction. Quelle réaction cela appelle du côté de l'Europe? Il me semble que ça donne une responsabilité supplémentaire à l'Europe. Avec Donald Trump président des États-Unis, l'Europe doit encore plus affirmer sa force, son leadership, sa vision et ses valeurs. Le problème, c'est que l'Europe n'explose pas, parce que pour exploser, il faut de l'énergie. L'Europe implose, elle s'affaisse, parce qu'il n'y a plus de leadership et plus d'énergie. Dans toute la campagne qui a été menée par Donald Trump, est-ce qu'il y a un aspect sur lequel vraiment vous dites il est allé trop loin, que ce soit sur l'aspect diplomatique, que ce soit sur les femmes, sur les valeurs, un aspect sur lequel vous dites maintenant j'attends de voir s'il ira au bout et s'il appliquera son programme? Je ne suis pas là pour faire une échelle de la bonne éducation. Je ne me reconnais pas dans ces outrances, mais je veux dire que 17 millions d'Anglais ont choisi le Brexit, que 58 millions d'Américains ont choisi Donald Trump, que ça montre des peuples en colère, et que dans la démocratie, il faut que les responsables politiques entendent les peuples et ne disent pas « ce sont des populistes, ils ont eu tort, ils se sont trompés ». Ça veut dire que le peuple a toujours raison, Nicolas Sarkozy? Ah ben ça veut dire qu'en démocratie, l'électeur a raison. Y compris lorsqu'il a choisi il y a 5 ans M. Hollande, c'est la règle. J'ai félicité M. Hollande, il a exercé le pouvoir et on s'est rendu compte de la catastrophe absolue à laquelle nous étions confrontés. Mais il y a une colère populaire, il y a une réalité vécue par les gens qui ne se reconnaissent plus dans la façon dont les médias et une grande partie des politiques, en quelque sorte, il y a un rapport entre la dénégation des élites et la radicalisation du vote populaire. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette colère? Je pense que tout le monde la voit. Alors certains, vous dites les médias la voient sans doute pas comme ils devraient, sont peut-être en décalage, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette colère? Non, mais regardez. On l'accompagne, la vague populiste, ou on la combat? La dénégation, non, mais la vague populiste, je n'aime pas ce mot-là. La dénégation de la réalité conduit à la radicalisation. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de dire, quand quelqu'un dit « bon, on a un problème avec l'immigration, on ne peut plus accueillir, il faut suspendre le regroupement familial », au lieu de se boucher le nez et de donner des leçons de morale, on comprend qu'avec une Afrique qui va doubler de population, on doit suspendre le regroupement familial. Quand on indique qu'il y a un islam politique qui provoque la République, au lieu de dire à celui qui dit ça, vous êtes un islamophobe, eh bien on applique une règle de la République qui interdit le burkini sur les plages. La dénégation de la réalité est insupportable pour des classes moyennes qui souffrent d'un déclassement et qui n'en peuvent plus. Alain Juppé dit, je propose aux Français de dire non. Non, justement, à cette France frileuse, recroquevillée sur elle-même, en quelque sorte, d'embrayer sur cette vague populiste, sur cette colère. Je ne sais pas du tout mon analyse. Dire non à quoi? Des gens qui souffrent, à qui on dit vous avez tort de souffrir? À cette France frileuse qui veut fermer les frontières, qui veut se replier sur elle-même. Je conteste tout à fait le terme frilosité. La France ne peut pas être le seul pays du monde qui n'a pas de frontières.
La France est un des pays les plus généreux au monde pour accueillir les gens. Qu'est-ce qu'on propose? L'Afrique va doubler de population. On continue ou on arrête? Notre système d'intégration républicain est bloqué par le nombre. Nous n'avons plus d'emplois, nous n'avons plus de logement, nous avons des déficits dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le statu quo? Alain Juppé veut une alternance qui soit dans la continuité de ce qui se passe. Moi, je veux une alternance forte, en rupture avec la présidence Le immobile. référendum de 2005, le Brexit, l'élection de Donald Trump, la suite, c'est l'élection de Marine Le Pen. Excusez-moi, lorsque j'étais président de la République et qu'il y a eu des élections européennes, jamais le Front National a fait un score si petit après ma présidence de l'Union européenne. La suite, c'est entendre la colère des classes moyennes, apporter des réponses précises sur les sujets qui préoccupent les gens. Écoutez, le rétablissement de l'autorité de l'État est un sujet absolument majeur. Quand on tolère 3000 étrangers en situation irrégulière sous le métro Stalingrad, que pensent les gens La question, qui c'était payent sur leurs Marine impôts Le Pen, et qui Nicolas règlent Sarkozy. et qui respectent les règles? Pendant des années, on a dit que ça n'est pas possible. Pendant cette campagne, on disait Donald Trump, il est raciste, isolationniste, populiste, il est contre l'avortement, il est pour la torture, il n'arrivera jamais aux responsabilités. C'est un peu ce qu'on a dit avec le Front National en France depuis toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, après le Brexit, qui était soi-disant impossible, après l'élection de Donald Trump, la suite, c'est Caroline Roux, Marine je Le n'ai Pen? jamais dit que le Brexit était impossible. Je n'ai jamais dit que l'élection de Donald Trump était impossible. Et donc vous dites que l'élection... Ouais. Mais je ne dis pas qu'en France, les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets. C'est d'ailleurs bien pourquoi je suis revenu dans le combat politique et je propose une alternance forte qui est la seule de nature à faire barrage à la montée d'un certain extrémisme. Qu'est-ce que ça change pour la primaire, Nicolas Sarkozy? On est à 9 jours, je crois, du premier tour. Cette élection de Donald Trump rebat l'écart d'une certaine manière? Non, c'est pas l'élection. Il faut en tirer une leçon? Non, elle rebat vos commentaires. Mais sur ce que ça change pas grand-chose. Sur ce que ressent le peuple français, c'est pas parce que Donald Trump a été élu qu'on supporte un peu plus les impôts et le matraquage fiscal dont étaient victimes les classes moyennes. C'est pas parce que Donald Trump a été élu ou aurait été battu, dans l'autre cas de figure, que les familles auraient mieux supporté l'attaque en règle sur la remise en cause du quotient familial ou sur la diminution de la défiscalisation des emplois familiaux. Simplement, peut-être que ça dessille les yeux d'un certain nombre de commentateurs qui se disent au fond, est-ce qu'on ne se serait pas trompé? Ma réponse, oui, vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé pourquoi? En déniant la réalité. Quelqu'un qui pose la question de l'immigration n'est pas un frileux. Quelqu'un qui dit la France doit avoir des frontières n'est pas un nationaliste. Et quelqu'un qui exprime sa colère au moment du vote n'est pas un populiste. Mais combien de fois faudra-t-il vous expliquer la même chose? Moi, je pense qu'on doit écouter le suffrage populaire. On ne doit pas le juger, on doit l'écouter. Sinon, on n'est pas un démocrate. Il a été élu, Donald Trump, aussi parce qu'il était un candidat anti-système. Il a réussi contre son parti, il a réussi contre les médias. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme candidat anti-système? Non. D'ailleurs, je conteste l'idée que Donald Trump a été élu contre son parti. Il a gagné les primaires de son parti. Il a été élu non pas contre son parti, Caroline Roux. Il a été élu contre un petit groupe de dirigeants de son parti bien installés à Washington. Donc, si vous pensez que dans le vote Donald Trump, il y a une révolte contre les élites de Washington, vous avez raison. Et si vous pensez que les États-Unis, cet immense pays, ne peuvent pas se réduire à New York, Washington et Los Angeles, les faits vous donnent raison. Merci beaucoup, Nicolas Sarkozy. C'est à vous, William. Merci de m'avoir invité. D'aimer la vie et d'aimer l'amour, d'aimer la nuit, d'aimer le jour. Il ne chante pas Gérard Depardieu dans ce film dont nous allons parler avec lui maintenant, mais il aurait pu. Et pourtant, il est à côté d'un rappeur. C'est un film très remarqué à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et qui est signé d'un jeune réalisateur prometteur qui s'appelle Rachid Jaïdani. Alors ça raconte l'histoire d'amitié improbable, au début en tout cas, et touchante, qui s'est noué, qui se noue entre un jeune rappeur et un ancien maçon amoureux de peinture. Alors vous allez voir maintenant comment Gérard Depardieu a vécu cette expérience. Je suis dans ma cité, yo! Bang, bang! Ah! Pourquoi vous coupez la musique comme ça? Même un marteau-piqueur, casse-moi les oreilles. Quand vous avez eu connaissance de ce scénario, de ce jeune metteur en scène dont vous aviez probablement vu un ou deux films avant, vous connaissiez le rappeur qui allait jouer avec vous, là, Sadek? Non, je connaissais pas du tout. Nuit blanche sur nuit blanche à charbonner. Quand tu fais des sous, tu perds des amis.
C'est un garçon qui a des yeux ouverts et qui écoute la société ou le monde. Mais il filme aussi. Il voit des choses. Je peux vous apprendre à faire du rap. J'ai beaucoup trop de vocabulaire pour ça. Vous dites ça parce que vous êtes jaloux. Je suis sûr. Hein. Vous auriez aimé être black et vous auriez aimé faire du rap. Tu veux du rap révolutionnaire? Ouais, je veux du rap révolutionnaire. Eh ben, je vais t'en donner. Du lourd. Moi, j'avais une idée un peu cono du rap. Oui. Parce que j'ai... Mais ça se voit dans le film, hein, on sent bien que c'est pas Non, votre... mais j'ai vu des rap bling-bling des Américains. Oui. Tous ces types qui rêvent de diamants, de frigidaires, de grosses Lamborghini, de choses. Tu m'as trahi et je l'ai pas digéré. Pour toi, je faisais tout en bénévolat. Depuis le CE2, on se connaît. Moi, je me souviens que pour apprendre des textes, je le faisais un peu comme le slam, c'est-à-dire en m'entraînant. C'est pour ça que j'ai amené un texte. C'est un peu de la poésie. Bah, oui, oui. Moi, hier encore, c'était un Lamborghini. Je sais pas. Bah je non, sais mais alors, là, fais-le, toi. Pardon, mais par exemple, ce matin, j'ai vomi. Excuse-moi, t'as une petite pièce. Conduisez. Clio, allez, fais pas le radin, Dieu te le rendra. Tu fais mieux. Vous voyez, c'était... Mais moi, je lis, simplement. Bah oui, voilà. Normalement, la lecture doit t'emmener au rap naturellement. Ou au slam. Ce matin, j'ai vomi. Excuse-moi, t'aurais pas une petite pièce. Conduisez une Clio, allez, fais pas le radin. Dieu te le rendra. Ah, c'est mieux. Hier encore, c'était une Lamborghini. Et Ah tu ouais. vois, il n'y a pas une, c'est un. Hier encore, c'était un Lamborghini. Fais la guerre comme tout le monde. Mais lui, il n'a pas ce langage-là de... Non, mais nous, moi, je suis rappeur. Oh. Oui, on est des mauvais imitateurs. Non, mais Parce même que lui, il n'a pas ça. Demain, je serai plus fort qu'aujourd'hui. Être en chien, je préfère pas être en vie. Je reste en vie pour mettre bien ma famille. Il a un parler poétique, je dirais. C'est-à-dire qu'on comprend ce qu'il dit. Oui, c'est vrai. On comprend ce qu'il dit. Et c'est Nous, vrai. quand on essaye de faire ça, c'est on dit, qu'est-ce qu'il dit C'est-à-dire qu'il se fend de la gueule. Si je réfléchis à toutes ces liasses empilées, emportées dans les saisies, mais je Le Trixma. Motherfucking Trixma. Bon. Parce que ça a duré 20 minutes hein, quand on a fait ce numéro. Bon, la suite tout à l'heure. Une personne qui connaît bien le sujet, c'est Laura du Web. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, une nouveauté sur le... Voilà, exactement, une nouvelle commerce façon en de ligne. consommer, comme Isabelle vous en parlait également. Une nouvelle façon de consommer le snacking. Alors, le snacking, c'est toutes les petites cochonneries qu'on peut grignoter quand on est au bureau, entre deux rendez-vous. Alors, on a des machines, et notamment ici à France Télévisions, où on nous incite à manger des cochonneries quand même. Eh bien, c'est fini, parce que grâce à Au Féminin, ils ont créé une box spécialement pour ceux qui sont soucieux de leur ligne. C'est la Gretel Box, et vous allez recevoir au bureau ou chez vous des petits sachets soit de cranberry, soit de petites noisettes nature, soit de baies de goji, donc que des choses qui vous font du bien et qui ne vous font pas grossir, bien sûr, sauf si vous prenez C'est le ça. paquet en entier. Et vous avez grignoté ça pendant des heures, finalement. Vous allez grignoter ça pendant des heures, avoir une sensation de satiété et un corps de rêve comme nous tout à Télématin. Oui, j'allais vous le dire. Voilà. Vous l'avez C'est dommage, vous ne nous voyez que comme ça. Oui, c'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Mais il est prévu peut-être une Il faudrait tournée... qu'on fasse toute la météo. Une tournée sur les plages bientôt. Hein, on va attendre On la a belle jusqu'à saison. cet été pour se préparer et manger des noix de cajou. Oui, des noix de cajou. Merci beaucoup. Et voilà. Voilà la suite des anges. Les anges. Que vous ne voyez qu'à moitié, comme disait Laura du Web. C'est bien dommage. Bon, allez, la prochaine fois, on sera debout sur un podium. On commence avec Charlotte. C'est Karine Viard qui joue le rôle de cette mère de famille. Elle a quel âge dans le film? Elle a 49 ans. Oui. Elle a soudain des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur, elle prend un peu de poids, elle se dit, c'est la ménopause. Oui. Eh bien C'est à non. peu près les mêmes sensations. Hein. C'est ça, les mêmes symptômes. Et non, elle est enceinte. Ça s'appelle Le Petit Locataire, le film Le Petit Locataire. C'est ce petit bébé qui squatte le ventre de cette maman qui ne s'y attendait pas. Un premier film, une comédie de Nadège Loiseau sur laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Alors, dans le film, Karine Viard et Nicole, cette femme donc qui, à l'aube de la cinquantaine, tombe enceinte. Et ce n'est pas une joie, ce n'était pas prévu. Nicole a déjà des enfants. Nicole travaille dans un péage sur
sur l'autoroute. Son mari est au chômage et c'est pas... Voilà, petite crise dans le couple, on va dire. D'ailleurs, son mari lui demande... C'est qui le père? C'est vous dire comme... Ça fait longtemps qu'ils sont mariés, quoi. Voilà. Ouais. Et sa fille lui dit, mais maman, 59 ans, c'est pas un âge pour avoir un enfant. Ben oui, c'est 49 pas... ans. 49 ans, oui. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas tellement mieux vu de faire un enfant plus tard que de faire un enfant plus tôt, après tout. C'est ce qu'on découvre dans le film. Alors pourquoi j'ai aimé? La première chose, c'est une comédie, c'est très drôle. On a Karine Viard, on a Philippe Rebaud, ce comédien habitué au second rôle qui cette fois-ci a un premier rôle, que vous voyez, qui est assez drôle. Et on a Hélène Vincent, on a de bons acteurs. Une comédie intelligente qui aborde le thème de la maternité, mais aussi de la place de la femme dans la société. C'est très bien parce que c'est pas une comédie bobo comme on en voit souvent. Ça se passe dans un milieu populaire. Cette famille nous fait penser à la famille Groseille de La vie est un long fleuve tranquille. Il y avait les Méquenois, les Groseilles. Moi, je dirais plutôt famille Bélier, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, puisque même Karine Viard compare ce film. Elle dit cette comédie, c'est un peu la petite cousine de la famille Bélier. Ouais, je pense aussi. Vous allez voir, ça peut faire sensation. Ça sort mercredi prochain. On a rencontré Karine Viard. Bonjour Karine. Bonjour Charlotte. Vous inquiétez pas, les symptômes de la ménopause sont très proches de ceux de la grossesse. Vous êtes une erreur. Ça arrive? Non. Merci de nous accorder du temps. Très occupé en ce moment, j'ai l'impression. Oui, le théâtre m'occupe beaucoup, mais bon, en même temps, j'arrive à être occupée tout le temps, hein, toute l'année. Le père? Mais tu vas pas me la faire à chaque fois, celle-là. Tu me prends pour une pute ou quoi? Non, mais non. Vous n'avez jamais connu l'angoisse du téléphone qui ne sonne pas? Je me débrouille pour ne pas le connaître. Et si le téléphone ne sonne pas, j'ai quand même plein de trucs à faire qui m'intéressent aussi. Hein. Partir en vacances, Ça, c'est s'occuper de mes ouais. enfants, faire des soins, faire du sport, apprendre de nouvelles choses, improve my English. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais on tombe pas enceinte à ton âge, franchement. Nadège Loiseau, c'est son premier film. Comment vous pourriez nous la présenter? Nadège, c'est une jeune femme qui vient du Nord. Ça a son importance parce que elle signe son film et il y a cette identité-là. Je trouve que c'est un film entre une comédie anglaise et belge, je dirais. Donc il se trouve qu'elle vient de Lille, donc c'est pile au milieu. Te voilà de nouveau habité, hein? Ah oui, t'as un petit locataire qui loge dans ton ventre. Bah là, c'est carrément un squatter, en fait. Quel souvenir vous gardez de vos grossesses? Je me sentais invincible. Je devais pas être Jojo, mais je me sentais belle. Bien sûr, voilà, non, les hormones. Non, je me sentais assez vivante. Je trouvais ça super. Jean-Pierre, j'ai bien réfléchi. Elle est trop vieux pour ça. Sous des airs de comédie, c'est vrai qu'il y a des thèmes ultra essentiels qui sont abordés. C'est la Sur femme les qui mères. porte la culotte, c'est pas le toi qui fait la famille. Qu'est-ce que tu fais quand un enfant arrive et qu'il n'était pas prévu? Évidemment, tu l'aimes, mais est-ce que tu as envie de sacrifier quelque chose de ta liberté pour cet enfant? Voilà, et tout ça sans aucune lourdeur, je dirais, psychologique. Ça fait 40 ans que tu nous fais chier avec ta gym, là. Ça fait 2 ans que t'es au chômage. C'est plus un break, c'est un renoncement. Couper des herbes folles sur l'autoroute, ça me fait pas bander. Ah, mais on te demande pas de bander, Jean-Pierre. On te demande de travailler. Philippe Rebaud, qui joue votre mari, je crois savoir que c'est vous qui avez soufflé son nom. Philippe, c'est un ami qui a fait beaucoup de films en second rôle. Et je sais qu'avec Philippe, j'ai une intimité forte, grande. Et je me disais, ce couple qui existe depuis tellement d'années, il fallait qu'il soit immédiatement perceptible comme ça. Enfin, Nicole, t'es complètement inconsciente. Et ça fait du bien. On rit beaucoup, en même temps on est très ému, tout en n'étant jamais manipulé. Ça en fait un film très gracieux, quoi. Alors comme ça, vous le faites encore avec Jean-Pierre? Il y a des répliques absolument formidables. Et vous le faites encore avec Jean-Pierre? Ouais, mais vous le faites encore avec Jean-Pierre. C'est pas calibré, avec des gars qui sont faits pour plaire. On prend pas les gens pour des cons, en fait. Bah tu verras. Ta proprio, c'est pas un cadeau. Bravo et merci Karine. Merci. Elle a dû être bluffée, Karine Viard. Vous êtes un Écoutez, peu avez vu? actrice, vous Mais aussi, vous le faites non? encore avec Jean-Pierre? Oh, le faites Je pas, peux le faire avec plusieurs variantes. Ah oui, c'est formidable. Drame, Vous devriez passer un comédie. casting. Essayez peut-être ça. Cynisme. C'est un peu tard, mais bon, sait-on jamais. Comme dans le Spoons, hein. Ouais. Gracieux, en colère. C'est une petite pépite, voilà ce Ouais, film. Une ça a l'air jolie drôle, comédie ça. qui sort mercredi Et prochain. on a dit Hélène Vincent. Hélène Vincent, la grand-mère. qui joue la grand-mère, qui n'a pas hésité à se vieillir pour le rôle et qui est très drôle, très drôle. Voilà. Merci beaucoup. La photo de la mer. Avec mon père, ma sœur, ma mère.
Ah oui, quoi, c'est joli cette chanson. Bien sûr que c'est On joli. vous accompagnait lentement vers le Calvados. Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Il y a un festival là-bas qui existe depuis 2010. Alors évidemment, c'est vrai, on parle de Paris Photo, la Terre entière regarde. Un grand ça y est. rendez-vous, oui. Non, mais un grand rendez-vous international, bien sûr. Mais il y a aussi d'autres rendez-vous Eh oui. incontournables de la photo, notamment donc le festival Planche Contact qui se déroule à Deauville. Ça existe depuis 2010. C'est un festival en plusieurs volets. D'abord le IN, c'est quoi? Ça veut dire que le festival officiel, on invite des photographes confirmés, des photographes émergents, des étudiants qui viennent de grandes écoles européennes de la photographie, mais aussi le festival off. Là, c'est carrément des gens qui habitent, alors soit toute l'année, soit une partie de l'année à Deauville, qui ne sont pas forcément photographes confirmés, mais qui ont une passion pour la ville, qui connaissent bien leur ville et à qui on propose de faire des photos. Nous avons rencontré le directeur de ce festival et aussi Béatrice Augier, qui fait partie du festival Off, qui a fait un travail où j'ai un vrai coup de cœur pour son travail. C'est un travail sur la diversité, sur cette plage où on arrive à cohabiter, quelle que soit ta couleur et ta tenue vestimentaire, n'en déplaise à certains, comme elle va nous l'expliquer. Regardez. Depuis la fondation de Deauville, quasiment, les photographes se sont toujours passionnés pour cette ville et on a eu envie de poursuivre ces regards. Il y a des conteneurs sur la plage. Ces conteneurs, ils ont l'air comme ça échoués. En fait, ils sont les supports d'une magnifique installation, un peu monumentale, qui reprend des photographies de mode qui ont été réalisées dans les années 70 et 80 par le grand photographe de mode Peter Knapp. Des images sublimes qu'il a faites à Deauville. Elles ont à la fois cette couleur et cette patine des années 70. Et ces photographies qui ont été réalisées sur la plage, on les a tirées en très très grand format et elles habillent ces conteneurs dans une dominante de bleu. On invite des photographes mondialement connus. On a un exemple derrière nous avec Paolo Verzone, qui est un photographe italien qui a beaucoup travaillé sur une population qu'il appelle les travailleurs de la mer. Ça va du capitaine de port en passant par les maîtres nageurs et les loueurs de parasols. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a aussi des galeries éphémères, quelquefois, qui proposent des travaux très singuliers, très originaux. Ah, on est bien tous les deux. C'est l'été. Aujourd'hui, c'est ma plage. J'y ai fait des milliers de clichés que je partage souvent avec bonheur. Partage de plage, j'ai choisi ce titre-là parce que j'ai été frappée l'été dernier par des réactions assez violentes de gens qui n'avaient pas envie de la partager. Le ciel. Tout d'un coup, je me suis dit peut-être c'est le moment de signifier à quel point les gens pouvaient vivre ensemble sur cette plage, y être heureux, dégager de la joie de vivre. Et puis bien sûr, il y a aussi ce plaisir que je sens presque palpable dès que les gens arrivent au bord des planches et que leurs pieds touchent le sable chaud et fin. Vous avez des familles de toutes les couleurs les unes à côté des autres. Vous avez des femmes en string ou les seins nus qui sont à côté de femmes qui portent des voiles ou au moins des foulards. Quand il me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il y a surtout un plaisir partagé d'être là pour quelques heures ou pour 2 jours, le sable, le soleil et la mer, quoi. On sent qu'il n'y a aucune agressivité, aucune animosité. Et je ne suis pas sûre que ce soit partout comme ça, hélas. Bien sûr, ils ne ressemblent pas tous aux personnages des cartes postales des années 20 ou même 70, mais n'en déplaise aux nostalgiques, ils sont le reflet du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je vois la vie en rose. Et ces communautés-là, on les voit sur les plages de Deauville et de Normandie depuis des années. C'est pas, ça date pas du burkini. Non, et ça mais s'est vous avez toujours les bien burkinis, passé. vous avez des strings, vous avez des gens qui se sourient. Des strings. Des strings, c'est la première fois que peut-être vous entendez ce mot, Non, non mais à Deauville, il n'y a pas de string. Ah Alors, vous avez jusqu'au 27 novembre pour aller voir ces expos. Qui sont, je le Le rappelle, string en des laine, hein, c'est ça que vous voulez expositions dire, gratuites, oui. des expositions gratuites. Pas chaud. On se parle de string juste après. Et il y a un truc que j'adore, ça s'appelle la 25e heure. Oui. C'est un concours que ce festival organise. On demande à tous les participants d'essayer de photographier cette heure, quand on passe à l'heure d'hiver, cette heure perdue. Je trouve que c'est très poétique, la 25e heure. Et ils ont 1 heure pour essayer de ramener quelque chose avec un peu de fantaisie et tout. Et la directrice, la présidente de ce festival, c'est pas de ce festival, de la 25e heure, c'est Bettina Reims. Ah, Voilà. ah ouais. Donc vous voyez un peu le niveau. Je vous embrasse. On voit le niveau, merci beaucoup. Ne Bisous. bougez pas. Notre amour à la machine, faites-le bouillir pour
voir si les couleurs d'origine. Vous ne pouvez pas vous tromper d'ailleurs, rien qu'au titre de l'émission, ça s'appelle Escola para Maridos. Autrement dit, une école pour les époux. Ils sont combien à participer à ce que j'allais dire jeu? Non, c'est pas un jeu. Ah si, non, c'est pas vraiment un jeu. Pas un jeu. Alors, à cette expérience? Oui, tiens, Ouais, on va allez. appeler ça une expérience. Une expérience, c'est un divertissement, une télé-réalité. On ne sait pas très bien où ça se situe. Ils sont 8 couples. Vous avez 8 maris qui ont accepté de jouer le jeu. Et effectivement, c'est un programme qui a de quoi ravir de très nombreuses femmes sur cette terre. C'est-à-dire que vous y envoyez votre mari pour le réparer, le fignoler, arranger 2-3 petits Considérons que c'est lui qui est détails. cassé. Mais évidemment. C'est lui qui a un problème. Mais évidemment. En fait, écoutez, ça arrive assez fréquemment qu'il y en a qui soient un petit peu désordonnés, il y en a qui soient peut-être un petit peu menteurs, ou à chaque fois des petits détails, si vous voulez, à finir. les deux. Et parfois tout en même temps, voilà, le forfait. Et bien dans cet établissement, ils vont leur donner des cours pour leur apprendre à répondre un petit peu plus. Ils y vont, les gars? Ah ben ils jouent le jeu. Je pense que contraints et forcés, à un moment, ils ont fini par accepter de se prêter au jeu. Alors maintenant, comment Mais s'organise? c'est des petits défauts que vous me racontez là, c'est pas méchant. Il y a des choses plus difficiles. Écoutez, tout est relatif. Bon, enfin, on va voir, là, vous allez voir. Alors par exemple... C'est vous- qui là? C'est la présentatrice? Oui, là, bon, vous avez plusieurs professeurs. Donc là, c'est pas nécessairement les professeurs que vous allez trouver dans l'extrait qui va suivre, mais vous avez des professeurs, une femme, un homme, la femme va Professeur de expliquer, nous, on a vérité, besoin de confiance, l'homme va leur expliquer, écoutez les gars, faut pas être trop macho, etc. Et etc. alors après, ils font des. Qui sont ces personnes à droite, là, ces femmes? Ce sont les femmes des participants. Bon, des fois, elles jouent aussi. Mais l'objectif, c'est pas elles, hein. C'est vraiment de réparer les gentlemen. Enfin, ils ne sont pas encore gentlemen, mais c'est d'en faire des gentlemen. Alors, vous avez des cours tous les jours. Ouais. Et à chaque fois, on attaque un chapitre. Ouais. Alors, la confiance, la cuisine, ranger, tout ça. Et ils sont sur des bancs. C'est comme à la fac, c'est comme à l'école. Regardez. Eu vou começar a aula de hoje com um assunto que é tão importante quanto todos os outros que já passaram por aqui, que é confiança. Vamos ver o que acontece na sua casa, Facchini? Você treina aqui faz tempo, não? 5 anos? Pra mim que é o primeiro dia aqui, né? Quem que é aquela menina lá da academia? Que menina, meu? Você tava conversando, ué. Que menina? Aquela de azul. Tava lá do seu lado, você foi fazer o aparelho e ficou conversando com ela, ué. A menina do meu lado é motivo de você ficar enchendo o saco agora. Enquanto eu ficar aqui olhando pra baixo que nem um burro, meu. E aí? Mulher bonita, olha mesmo, não tenho nada de mal com isso. Então, pra mim, não vejo problema nenhum, cara, sabe? Tranquilaço mesmo. Então, eu até não gosto que ela venha reclamar comigo disso, porque eu não vejo motivo maior, não vejo nada disso. Bon. Est-ce que vous avez noté, William, les regards complices de tous les copains dans la salle? C'est-à-dire que ça, c'est assez drôle. Il se dédouane comme il peut. Je pense que peut-être beaucoup de gens ont eu ce type de procès d'intention. Mais à qui parlais-tu? Pourquoi tu regardais? Mais je ne regardais pas. De qui tu parles? Voilà. Et donc c'est très drôle. Mais voilà. Il y a un peu de pudeur. C'est ça. Quelle grossièreté. Et ce qui est très drôle, c'est cette espèce de complicité entre tous Ah ces... oui, ça c'est bien ça. C'est mieux, pas besoin d'école. Tu veux que je t'aide, c'est bien ça. Et voilà, et donc en tout cas, on les met face à leurs soucis et on essaie de leur faire comprendre que c'est un problème. Maintenant, c'est pas tout, parce qu'il y a des cours, mais il y a aussi une espèce de remise à niveau, de jugement, parce qu'il faut qu'ils comprennent, ces messieurs, que ce qu'ils font, c'est pas forcément très bien. Qui les juge? Les femmes. Olá, maridos, olá, esposas. Confiança se constrói com atitude. Confiança se constrói com comportamento diário. Vamos começar o julgamento. Vamos ao nosso próximo caso. Senhor Facchini, senhora Bruna. Acusação: cerceamento de liberdade por machismo crônico. Eu protejo minha mulher. Se ela sair de casa para ganhar aqui R$1.000, que não paga o custo de comida e gasolina. Então eu prefiro que ela esteja dentro de casa, cuidando da nossa filha, comigo, fazendo um almoço e comendo bem. Se eu pensar assim, é machista, eu sou machista. Eu acho que tem que ser respeitado o desejo dela, né?
se ela se formou nessa profissão, se elas têm prazer em... Até porque, assim, o melhor é quando a gente consegue não sair para trabalhar, e sim trazer sair de casa para fazer uma coisa com prazer. É o que o senhor é culpado. C'est pas si rigolo que ça, votre affaire, là. Hein? Bon, il y a deux façons de le regarder. Soit vous le regardez au C'est premier quoi la degré. fête? C'est 8 mois de travaux ménagers? C'est quoi? Alors c'est horrible, je vais vous le dire. Effectivement, je ne l'ai pas mis dans l'extrait, mais ils ont une espèce de boulet. Et ils vont se trimballer un boulet pendant plusieurs heures. Donc lui, en l'occurrence, Facchini, il est mais où, condamné. dans la rue? Non, dans la maison, dans l'école. Ah, dans la maison. Et donc voilà, dans l'école où ils sont tous réunis, il a effectivement une espèce de boulet. Il doit, parce qu'il est considéré lui-même du coup comme un boulet, c'est une image, on est dans la métaphore, et il doit se trimballer un boulet pendant quelques heures selon le jugement de ces ladies. C'est toute la vie. Ouais, c'est ça. Tu veux que je t'aide? T'as besoin de moi? Hein, t'as besoin mes lunettes. Oui, prends mes lunettes. Merci beaucoup. Allez, au revoir les filles. Allez, hein. Ça milite ici, hein. Ça milite. Ragazzo, i capelli giù, porto il maglione che porti tu e con la cinta mi tengo su i pantalon come un ragazzo mi ostino un po' e quando guardo negli occhi miei non sono quella che abbassa mai Non, en italien. Mais Johnny chantait en italien aussi. On vous fera entendre ça. On continue avec les dernières trouvailles de Laura du Web sur la grande toile. On commence par évidemment, c'est l'invasion. d'hier. C'est-à-dire que si vous regardiez Internet il y a 48 heures et aujourd'hui, toutes les nouvelles ou toutes les innovations que vous avez pu voir sont effacées, arrivent en 4e page, puisqu'on ne parle effectivement que des résultats de l'élection américaine. Déjà en amont, Donald Trump avait suscité beaucoup, on va dire, d'inspiration chez les internautes qui avaient fait des détournements incroyables. Eh bien, ça a continué et... Juste pour vous donner une idée, dans la nuit de l'élection, il y a 40 millions de tweets qui ont été publiés, ce qui est assez... sur ce thème. Sur le thème des élections américaines. Et Donald Trump est là aussi en avance par rapport à Hillary Clinton, c'est le plus cité. Ouais. Et donc, mais lui-même tweetait beaucoup pendant la campagne. Il s'est calmé un peu sur le dernier tiers. Là, il tweetait d'ailleurs, beaucoup, si vous voulez en savoir plus sur la future première dame, je vous recommande son compte Twitter. Vous allez voir de très jolies photos de... Le sien, elle. Voilà, et exactement, de Melania Trump qui l'a alimenté. C'est elle qui l'a alimenté. Oui. Elle n'a pas retiré certaines photos. Elle a retiré certaines photos, mais pas toutes. Il y en a qui sont quand même... Non, mais attendez, voilà. vous regarderez ça tout à l'heure, les garçons. Restez là pour Pour l'instant, c'est pas là. On vous le mettra. Je peux faire une petite sélection qu'on mettra sur nos propres réseaux sociaux, si vous voulez. Non. Au moins, on mettra le lien du compte de Melania. Oui, d'accord. On mettra le... Alors, on va regarder quelques petites images. Parmi les détournements, regardez, les internautes ont été inspirés par rapport à la Maison-Blanche en disant que désormais elle sera jaune. Et ils l'appellent, voilà, maintenant c'est plus The White House, mais The Yellow House. Pourquoi Yellow? Mais par rapport à la couleur de ses cheveux. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et même The Trump. Et The Trump House, il y a des billets partout, il n'y a plus de gazon dans certains. Faites attention, il met son nom sur tous les immeubles qu'il est. Voilà, donc certains vous allez voir, le transforment en casino. Trump House, là c'est la Trump House. Ah ouais, c'est formidable ça. Donc vous avez plein de... Voilà, ils ont vraiment... La Maison-Blanche a été un... Ça les a inspirés. Ça les a beaucoup inspirés, la muse de beaucoup d'internautes. Ouais. Voilà. Très bien. Bon. Quoi d'autre? Et on continue avec donc justement tout ce qui a été dit sur Twitter hier. Non seulement les internautes ont tweeté, mais les marques aussi. Les marques ont voulu réagir. Et je vous ai fait une petite sélection de tweets. Vous allez voir quelques images à la fois des internautes et des marques. Par exemple, Carambar a dit « Ce n'est pas une blague à nous ». Tout de suite, ils ont publié ça. Ce qui était assez au rythme où, dans 4 ans, c'est la famille Kardashian qui s'installe à la Maison-Blanche. Et nous, on a avancé d'1 heure, mais eux, ils ont reculé d'1 siècle. Nous, on a reculé d'1 heure, mais eux... Et le coiffeur de François Hollande est vraiment réclamé désormais à la Maison-Blanche. Donc, vous avez comme ça tout un florilège de tweets plutôt assez amusant et pas si faux, parfois, si je puis me permettre. Et on continue, on change de sujet. J'ai réussi à récupérer quelques news malgré tout qui étaient en page 12 alors qu'elles avaient été publiées 3 jours avant. Notamment ce photographe John Trackwray qui s'est lancé dans un projet. Pardon, ça s'écrit comment ça s'écrit Trackwray, W-R. Vrai, voilà. Donc on va regarder tout de suite quelques images. Il y a eu un projet qui s'appelle My Room et il est allé dans la chambre de jeunes du monde entier et il les a photographiés vus d'en haut, un peu comme Arthus Bertrand, mais un peu plus près quand même, grâce à oui. Et comme ça, vous avez chaque pays,
chaque fonction, si Au le jeune milieu étudie... Au milieu d'objets Au milieu de sa chambre, familiers. voilà, D'accord. exactement. Et ça s'appelle Range ta chambre. Et ça s'appelle My Room, on n'est pas loin. On n'est pas loin, ouais. On n'est pas loin. Et c'est pas mal ça, en disant sur mal, les bonne idée. autres. En 2017, quand je vous ai... On peut dire toute la vérité ici. On dit toute la vérité. Quand je vous ai soumis cette information, vous m'avez dit, mais vous ne m'avez pas validé cette information pensant que c'était faux. Quand vous Les m'avez- taxis sur la Seine, les taxis volants. Alors, ils ne volent pas Non, vous réellement. m'avez pas dit ça. Vous m'avez dit taxi volant. Ben oui, parce que c'est comme ça qu'on les surnomme. C'est science-fiction. Et vous êtes dit, c'est encore un fake d'Internet. Ouais. Eh bien, a priori, J'ai non. dit- J'ai dit ça, moi. Vous avez dit ça, mais vous avez raison, il faut être prudent. Vous êtes plus prudent que moi et je devrais de temps en temps vous écouter. Donc, regardez à quoi ça va ressembler. De temps en temps. De temps en temps. Regardez, c'est Alain Thébault qui a imaginé le Sea Bubble. Normalement, c'est mis en place en 2017. Et si vraiment ça fonctionne, ça va être extraordinaire pour les Parisiens et pour Non, tous mais ceux comment qui viennent ça- à comment Paris. ça fonctionne, Alors, cette affaire je vous dis comment ça fonctionne. C'est par une Alors, il plane sur l'eau, il est équipé de petites ailes avec de fines hélices qui gardent le contact avec l'eau, qui lui permet de réduire le flottement de 40%, ce qui lui donne de la vitesse. D'accord. Mais il est Ça à sera- ça de l'eau, Non, il touche l'eau quand même. Il touche l'eau. Non, il ne D'accord. vole pas, il touche l'eau. Ah, parce que Et oui, c'est le ça. prix de la course, ça sera 10 €. Et ça va à la vitesse d'un petit canot à moteur, quoi. Ça finalement. va à 20 km/h. Ouais, d'accord. Et on monte dans le taxi, on est 2, 3. Alors là, je ne l'ai pas encore essayé. On peut le remontrer, là, À mon taxi avis, vous êtes au moins 2. Au moins 2, oui, d'accord. Et Alors. puis, il y a un pilote, quand même. Ben oui, quand même. Oui, non, mais c'est Non, pas un gars c'est sur pas la la Seine, au voiture bord de la et Seine non. qui est là en train de piloter le bazar avec, vous savez. A priori, non, mais il faut attendre 2017. Je ferai un sujet peut-être. C'est pas une blague, ça. Non, c'est pas une blague. En tout cas, c'est sorti partout. Donc, si c'est une blague, tous les quotidiens l'ont repris. Tout le monde s'est fait piéger. Mais a priori, non, ce Ça n'est peut pas une arriver. blague. Et qu'est-ce qu'on a Ça- d'autre? Et on termine avec Rémi Gaillard, notre chouchou qu'on suit depuis le début. Alors, il faut expliquer pour ceux qui ne sont pas au Alors, courant. on va expliquer. C'est un jeune homme qui, au départ. Alors, avant juste de montrer les photos, si on peut mettre pause, on explique avant. Oui, attendez, mettez pause. Ah, Mais faut juste pas pause. faire pause, ça Voilà. va. Alors, on expliquera après, alors. Alors, Alors, dites-nous ce que on c'est. explique. Bon, alors, c'est un des personnages qui a été le plus connu très tôt sur Internet et qui, là, se sert de sa notoriété et a dit si jamais les 300 animaux je vais y Zoo. arriver. Non, Non. de la SPA de Montpellier ne sont pas adoptés, Oui. je vais m'enfermer dans une cage et tant qu'ils ne seront pas adoptés, je resterai enfermée dans cette cage. Résultat, il a dit ça sera le 11 novembre. Vendredi 11 novembre, je me mets dans la cage. Et depuis, tous les animaux ont quasiment été adoptés. Donc je pense qu'on peut peut-être mettre Rémi Gaillard en contact avec Natacha Harry. Il peut peut-être faire ça dans toutes les SPA de France. Je ne sais pas si ça marchera aussi bien. En tout que cas, ça a celle de très très Montpellier. bien marché. Rémi Gaillard, c'est celui qui jouait avec un ballon de foot et qui s'amusait à l'envoyer dans les camions des policiers Oui, très ça. habilement. Il faisait qu'est-ce qu'on peut dire, des défis, des happenings, des défis, Son des slogan, happenings comme ça. c'était, c'est parce qu'on fait n'importe quoi qu'on peut devenir n'importe N'importe qui. qui. Voilà. On Merci mettra aussi beaucoup. toutes ces infos Allez, on sur continue. nos réseaux Oui, sociaux. je sais, on est en retard. Eh bien, on va occuper ici, on va rester. Allez, un peu de photos pour commencer. Oui, avec une photo d'actualité, William, qui est d'actualité à double titre. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui l'ouverture de Paris Photo, manifestation importante pour le monde de la photo, et que vous pourrez y voir donc cette photo signée Richard Avedon, et qui est donc d'actualité. Pourquoi ? Regardez ça. Qui sont ces femmes ? Eh bien, ce sont des supportrices du Parti républicain. C'est une photo qui date de 1963. Vous voyez, c'est particulièrement sexy. Ah oui. Et vous pourrez la voir à l'expo Paris Photo. Alors, je rappelle que Paris Photo dure jusqu'à dimanche prochain. C'est une manifestation qui, en fait, accompagne la reconnaissance et la popularité croissante de l'art photographique. 153 galeries Très sont grand présentes. rendez-vous mondial, ça. Oui, non, Ouais, sous vraiment. la verrière du Grand Palais. Il existe Vraiment. aussi une foire off, il faut le savoir, au Carrousel du Louvre. Et puis, parallèlement à tout ça, un salon de la photo, pas très loin d'ici, porte de Versailles. Le magazine L'Œil profite donc de cet événement pour consacrer un dossier à la photo et pour nous expliquer en gros ce qui a marqué le monde de la photo depuis 20 ans. Alors, j'ai sélectionné 2-3 thèmes. Le premier thème, c'est la crise du photojournalisme, qui est illustrée par cette photo faite à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Vous voyez le visage et les gestes de ces migrants qui demandent aux policiers de les laisser passer. C'est une photo qui est signée Nanis Berakis.
Autre évolution du métier depuis 20 ans, la lente reconnaissance des femmes photographes, illustrée par cette photo signée Morgane Calegari. Elle est intitulée « Jeune fille en fleurs ». Ça fait penser à Proust, hein. Oui, voilà. Mais on reconnaît Charlotte, vous et Anissa, absolument, oui, vous êtes là. Alors, ce sont des femmes, les femmes photoreporteurs sont de plus en plus nombreuses, nous explique le magazine L'Œil, et c'est à souligner parce que le milieu de la photo a toujours été un milieu un peu machiste, surtout sur les terrains de l'information et les terrains de guerre. Et puis, le magazine signale que l'École nationale de photographie a aujourd'hui plus de diplômés ES que de diplômés ES. Et puis alors, troisième photo qui a marqué l'histoire de ce monde depuis 20 ans, celle d'Andreas Gursky. Je ne sais pas si vous le rappelez, mais la photo que vous voyez qui représente un fleuve, en l'occurrence le Rhin, et intitulée en allemand Rhein 2, Rhin 2, a été vendue à Londres chez Sotheby's. Devinez combien ? 3 100 000 €. Vendue il y a quelques années. Alors, on nous dit dans L'Œil qu'elle les vaut toujours, mais que ça reste quand même une folie et qu'heureusement, les prix restent relativement sages dans le monde de la photo. Rien à voir avec ce qui se passe dans le monde de la peinture. Rhein 2, 3 millions d'euros, William. Merci beaucoup. C'est l'heure de vous faire découvrir le deuxième volet de l'entretien que nous a accordé Gérard Depardieu à l'occasion de la sortie au cinéma de Tour de France, c'est mercredi prochain. Alors c'est un film d'un jeune auteur qui s'appelle Rachid Jaïdani, un garçon délicieux, le voilà, qui raconte l'histoire d'un maçon. C'est Gérard Depardieu, sa femme est morte, il lui avait promis de faire le Tour de France et de peindre, parce qu'il adore peindre, des tableaux comme un certain Vernet qui était un peintre de marine. Et puis alors il va être embarqué dans cette aventure par un jeune rappeur. Pourquoi ? Le rappeur, il a eu des problèmes dans son quartier et il a dit à son producteur planque-moi. Et le producteur lui dit t'as qu'à partir avec mon père, tu fais le Tour de France, tu lui portes ses bagages et tout va bien. Voilà, rencontre improbable et touchante, bien sûr. Et vous allez voir que ça fait quelques années déjà qu'il aime bien ce genre de personnage. Tu connais les peintres du 18e, toi ? Moi, j'en connais certains. Et Vernet ? Vernet du 18e, parce que moi, tous les vandales du 18e, je les connais. Bah d'ailleurs, 18e et 20e, je les connais tous, c'est mes potes. Et en plus, ils ont fumé tous les arrondissements de Paris. Un par un, ils ont tout fait. Pauvre France, hein. Je me suis aperçu depuis quelques années, vous aimiez bien ces personnages-là. Des personnages dont on pense, à tort ou à raison, on dit oui, ça lui ressemble, ce gars, le petit entrepreneur, là, qui fait le Tour de France dans son camion pourri. Ah c'est Gérard. Voilà. Oui, parce j'ai l'impression qu'il vous plaît, ces personnages. C'est-à-dire que alors, moi, j'ai pas du tout, je suis le contraire du blic-blic ou des choses, puisque je vis toujours avec les costumes de tournage. J'ai des pantalons j'ai encore des choses du personnage. Vous êtes comme tous les pauvres ouvriers, là. Tous les bougnoux que vous insultez à longueur de journée. Et vous savez pourquoi vous les détestez autant ? Parce qu'ils vous ressemblent. C'est un peu l'enfance que j'ai eue, c'est-à-dire je vivais dans une cité qui était occupée par des Algériens. Pas les cités occupées par les prolétaires français, des cités en dehors de la vie, c'est-à-dire où on mettait ces Algériens qui avaient servi la France et qu'on méprisait. Donc... Ah oui, les harkis. Oui, les harkis. Oui. Donc vous connaissez un peu ce monde-là. Je connais très bien ce monde et je connais très bien leur orgueil et leur intelligence qui n'est pas violente. Ils sont très brillants. Moi, je vais souvent en Algérie, j'ai été... Oh, c'est pas possible. Et donc, j'ai appris avec eux, et puis je connais leur loyauté. C'est la première fois qu'un blanc il prend ma défense. Moi, c'est la première fois que j'ai d'un arabe. Alors, il y a des gens qui diront, mais oui, mais c'est un pathos, on a déjà vu ça 1000 fois. Pourquoi faudrait-il qu'un rappeur, d'une part, soit un con, et soit un violent? Ça, c'est du pathos, ça, c'est vraiment des lieux communs. Ce rappeur, il est là, il filme, et il cherche l'amour. C'était bohémien avec ton frère. Il vit à Marseille. On a du sang de viking. Sérieux? Moi aussi, hein. Les Kabyles, c'est des vikings à la base. Si ça se trouve, on est de la même tribu. Vous avez le geste juste. Et je pense pas que vous l'avez appris pour le film. C'est le geste juste. À un moment donné, vous passez le rabot. Et vous dites aux jeunes, tiens, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et vous avez un rabot, ça se passe comme ça. Il faut arriver à bien le faire comme ça. Et vous, naturellement, vous le faites. C'est le geste juste, ça m'a plu, ça. C'est l'outil du geste. Je me souviens dans Jean de Florette,
Je devais bêcher. Je dis, j'ai pas l'outil du geste. Donnez-moi l'outil du geste parce que. Alors, il y a des gens qui font semblant de bêcher. Non, donne-moi l'outil du geste, le vrai outil, et je le bêcherai. Il y a que ça que j'aime dans un film, c'est certainement pas de jouer, c'est simplement de prendre l'outil du geste et puis d'essayer d'être avec. Ah, mais c'est pas vrai. Là, il va me donner l'outil de la colère. Ah, il n'a jamais fini sa phrase. Ah, mais il s'est fait engueuler, là. Oui, le gars qui est chargé d'ouvrir la porte. Oui. Non, parce que ça faisait 3-4 fois, quand même. Ah non, après, il est revenu. C'est un extrait. Ah, mais c'est pas fini, hein, parce qu'il reviendra demain. Oui, il a des choses à vous raconter sur l'outil du geste, sur les vêtements qu'il ne rend jamais quand il tourne, et sur sa manière très particulière de tourner désormais. Il dit, j'arrive sur un film, j'arrive vierge. On lui a expliqué le scénario, mais basta. Il n'a pas le dialogue, il n'a rien. Oh. Il arrive vierge. Non, il n'improvise pas. L'oreillette. Et il explique comment il s'en sert. À mon avis, regardez, c'est indétectable. Personne ne sait s'en servir comme lui, vous verrez ça. Suite demain. Nous, on continue avec la... Mi café, olé, 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 mi café, olé, 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 mi café. Non, mais en plus... Non seulement ça se boit le café, mais en plus ça se danse le café. Oui. Je ne sais pas ce que vous faites à cette heure-là, mais vous ne soupçonnez peut-être pas que le café peut agir contre les troubles de la mémoire liés à l'âge. Alors, qu'est-ce qui a dit ça et qu'est-ce qui en fait un cheval de bataille? Ce sont des chercheurs? Alors, des chercheurs qui ont mené une étude internationale, des chercheurs de l'INSERM, de Lille, mais aussi des chercheurs de Lisbonne, des équipes de recherche aux États-Unis et en Allemagne. Et leur objectif, c'était de voir si, justement, la caféine que nous avons dans le café peut lutter contre les troubles de la mémoire liés à l'âge, peut booster en quelque sorte les facultés intellectuelles et cognitives. Mais on le sait, ça d'expérience, que la caféine est une substance stimulante. On le sait parce que quand on boit du café, on se sent plus réveillé, on a l'impression de réfléchir plus vite, on a l'impression d'apprendre plus vite, donc la mémoire travaille mieux. Et les chercheurs voulaient vérifier par quel mécanisme dans le cerveau, par quel mécanisme tout ceci est possible, par quel mécanisme la caféine peut en quelque sorte contrer aussi peut-être des troubles de la mémoire liés à l'âge. Et ce qui les intéresse aussi, parce que nous avons souvent eu des témoignages comme ça, c'est à quelle dose? C'est quoi? J'en prends 2-3? Ou alors, pour que ça soit efficace, il faut que je m'en prenne une dizaine pendant 3 heures. Eh bien, effectivement, leur étude non seulement nous révèle quels sont les mécanismes par lesquels la caféine agit sur le cerveau pour stimuler la mémoire, mais ces chercheurs nous disent aussi à quelle dose nous devons boire le café quotidiennement. On regarde. La caféine du café agit sur des récepteurs dans le cerveau et ces récepteurs sont trop activés au cours du vieillissement, notamment dans les zones qui contrôlent la mémoire. Et donc notre étude montre qu'effectivement cette activation anormale conduit à des troubles de la mémoire et de l'axe de stress qui sont des choses qu'on voit et pendant le vieillissement et pendant la maladie d'Alzheimer. Ces rats chez qui ces récepteurs à la caféine étaient anormalement activés, nous les avons traités avec un dérivé de la caféine par voie orale de manière à bloquer ces récepteurs et nous avons constaté que la mémoire était revenue à un état normal. Chez l'homme, les choses sont similaires à ce qu'on a constaté chez le rat. Et donc, la caféine est tout à fait à même de bloquer les récepteurs qui sont suractivés chez l'homme également, comme chez l'animal. Et donc, l'étape suivante du travail serait d'administrer de la caféine chez des patients qui ont des troubles cognitifs, notamment des patients atteints de maladie d'Alzheimer, de manière à montrer que cela a également un impact bénéfique sur leur mémoire. Nous imaginons que la caféine puisse être un traitement ou un co-traitement dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, puisque nous et d'autres avons montré dans des modèles animaux de la maladie d'Alzheimer que la caféine était capable de réduire les lésions cérébrales associées à cette maladie et donc d'avoir des effets bénéfiques au niveau du cerveau. La caféine est probablement une molécule capable de booster la mémoire. Jusqu'il y a peu de temps, on pensait que cette capacité était liée simplement à sa faculté d'augmenter l'éveil et d'augmenter l'attention. Lorsqu'on est mieux réveillé, on est capable de mémoriser mieux. Mais en fait, une étude récente semble dire que la caféine est capable d'agir vraiment sur les structures qui sont impliquées dans la mémoire. Et donc chez l'homme, la caféine serait un booster de la mémoire à part entière. Juste un café, mon amour. Toutes les études indiquent que les effets bénéfiques de la caféine
sont obtenus pour des doses entre 200 et 400 mg par jour, ce qui correspond environ à, on va dire, à peu près 5 tasses comme ceci par jour. Au-delà de ces doses, on perd ses effets bénéfiques et en plus, on risque des effets secondaires au niveau cardiaque. Secondaire, effectivement, si vous prenez 3 cafés par demi-heure, comme j'en connais certains, il faut y aller doucement. Mais oui. Quelle est la meilleure heure pour consommer la caféine, son café? Alors, il y a une étude américaine qui, justement, a étudié cette problématique et qui dit que, finalement, c'est pas au saut du lit que le café agit le plus, mais c'est entre 9h30 et 11h30, parce qu'à ce moment-là, notre horloge biologique est la plus réceptive aux capacités stimulantes de la caféine, tout simplement parce que nos taux de cortisol dans l'organisme sont plus bas. Donc, ça ne vous empêche pas de prendre le café au saut du lit, mais voilà. Vous n'avez pas un truc entre 6h30 et 9h30? Du café, certes, mais pour avoir le maximum d'effets stimulants, c'est entre 9h30 et 11h30. Et le petit café après le déjeuner de midi et demi, puisque comme on a un petit coup de barre et qu'on a un petit peu envie de dormir après le déjeuner, bien sûr, la caféine du café va stimuler aussi à ce moment-là, donc très utile après le déjeuner. Bon. Mais de toute façon, comme il l'a dit, à consommer avec modération. Attention parce aux effets secondaires que... sur le cœur, surtout si on est fragile. Bien sûr. Merci beaucoup. J'arrive, attends-moi, je viens dîner ce soir, tout comme autrefois. Oui, est-ce que Karine Tessandier a été Claudette? Non, mais sa maman, oui, sûrement. Ah bon? Oui. Alors pourquoi elle s'intéresse au salon du chocolat de Lyon? Il y en a eu un récemment ailleurs. Non, ça ne l'intéressait pas parce qu'elle est lyonnaise, figurez-vous. Ah oui. Bon. Alors du coup, elle s'est dit, tiens, je vais leur faire un menu au chocolat. Quand vous dites un menu au chocolat, ça veut dire entrée, plat et dessert. Bah oui, plat total. Une entrée au chocolat, vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Je vais vous faire une petite... Je vais mettre du chocolat dans la vinaigrette. Voilà, pour vous surprendre, je serai prête à tout. Comment? Sous quelle forme le chocolat? Vous mettez un carré de chocolat dans la... Non, je vais le râper très finement et du coup, bien sûr, ça va venir donner du goût à la vinaigrette. Alors, je vais vous faire pour ce début de menu une salade vraiment très simple. Il n'y a pas de cuisson. On va utiliser que des produits de saison. C'est l'endive en ce moment, c'est la mâche, c'est des noix. Oui. Et ça va se marier très bien avec cette petite vinaigrette juste chocolatée. Vous savez d'ailleurs, on disait que les Mayas utilisaient il y a bien longtemps le chocolat, le cacao comme une épice. Et c'est vrai qu'on le trouve, ce chocolat, dans de nombreux plats mexicains. Par exemple, le mole poblano, qui est un poulet avec une sauce au chocolat très épicée. Demain, je vais vous faire un plat avec une sauce chocolat. Ce sera des joues de bœuf bien fondantes, confites dans une sauce justement avec du vin et du chocolat. Et on terminera avec des mendiants. Ça va ressembler un petit peu à celui-là là, que vous êtes en train de voir à l'antenne. Plein de fruits secs et plein d'énergie. Bon, alors on commence par l'entrée? On commence par l'entrée, ça me paraît raisonnable. Je vous propose donc une salade de magret avec une vinaigrette au chocolat. Donc on a besoin pour cette salade de mâche, d'endives, de pommes, de magret de canard, un petit peu de noix, des pignons de pain. Et puis, bien sûr, pour la vinaigrette, de l'huile d'olive, du vinaigre et des carreaux de chocolat noir. Évidemment, je n'ai pas pris du chocolat blanc ou du chocolat au lait pour, donner du goût à ma vinaigrette. Donc, nous allons commencer cette recette par de la découpe. Il n'y aura pas de cuisson. On va découper très finement l'endive. En ce moment, on est en plein dans la saison de l'endive. Si vous voulez les faire cuire, juste braiser, mettez un petit jus d'orange. C'est une astuce, mais ça va permettre de les caraméliser et de casser l'amertume. Ensuite, après l'endive, la pomme. Là aussi, vraiment belle saison de la pomme. On fait des tranches et on coupe en petits bâtonnets. C'est pour la présentation, ça va nous donner une belle assiette. Justement, on va faire un lit de mâche. Et là, on va mettre notre endive, donc coupée très finement. On va ajouter aussi le magret de canard. Donc, j'ai quand même pris soin d'enlever la partie grasse du magret, même si on le rappelle. Oui, parce que quand même... Mettez-la de côté quand même, on peut s'en servir. Attendez, bien sûr, on ne jette rien, vous le savez bien. Donc, on va mettre ce magret dans l'assiette. Le magret qui s'est toujours bien marié avec un petit côté sucré-salé. C'est vrai que ça convient très bien. Donc, des fruits secs, les petits bâtonnets de pommes et voici cette vinaigrette. Donc, écoutez, rien de plus simple. On va mettre de l'huile d'olive. On a mis du vinaigre de Xérès dans cette vinaigrette. Et puis, on va donc... Xérès, vous, hein? Oui, je suis très balsamique. Mais là, pour le coup, comme il est déjà sucré, qu'on va rajouter du chocolat, qui a déjà un petit peu de pomme... Ça suffit comme ça, suffit comme ça. Vous voyez, je râpe, c'est à gauche de votre écran, avec une râpe très, très fine. Vraiment, et ça va nous permettre d'assaisonner et de donner une jolie couleur à cette vinaigrette. Et on va, napper la salade. Vous voyez, ça donne tout de suite de jolies couleurs automnales, pour le coup, cette saison. Une entrée fraîche, facile,
facile, voilà, pas cher, j'ai envie de dire en plus. Et demain, Oui. voilà. Un bout de pomme, un bout de salade, ça va. Et en avant. Mais oui, mais Ouais, l'originalité, c'était de penser à mettre un petit peu de chocolat râpé dans votre vinaigrette. Demandez à vos invités, je suis sûre qu'ils ne trouveront pas cet ingrédient mystère. Et demain, on reste sur une recette aussi économique, puisqu'on est parti sur de la joue de bœuf qui va confire longtemps. Ça va être braisé avec une sauce Et au chocolat. la sauce chocolat dans la joue de bœuf, vous la mettez au dernier moment ou Vous allez voir. À la fin, effectivement, c'est le petit On truc. dira pas ça avant. Ouais. Bon, très bien. C'est un bon Merci teaser, beaucoup. ça, pour demain. Hein. Oui. Vous serez là. Ils hein. vont être nombreux à venir, hein, vous Ouais. savez, rien qu'à cette idée-là. Merci beaucoup. Tout à l'heure avec Sophie.